Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui, tout autre sujet, là c'est sur les Kurdes. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, d'un peuple qui n'a jamais eu d'État, ou très peu, de quelques années simplement. Et donc je me suis basé sur surtout un ouvrage un petit ouvrage très intéressant d'un journaliste, de Patrice Franceschi, sûrement d'origine corse. Ça s'appelle Mourir pour Kobané. Mourir pour Kobané. Voilà, j'ai pris également une revue de l'histoire, les Kurdes 1000 ans sans État, pour avoir une perspective plus synthétique que le strict problème de la ville de Kobané en 2014. Voilà. Et ensuite, pour l'illustrer, j'ai pris un roman écrit en arabe de Samir Nakash, Shlomo le Kurde. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par Mourir à Kobané. Et donc je vais vous lire la page de garde. Cité emblématique d'une guerre trop souvent ignorée, Kobané symbolise la lutte victorieuse des Kurdes de Syrie contre le djihadisme de l'État islamique. Ces derniers ont déclaré la guerre à tous ceux qui ne leur ressemblent pas, et les Kurdes leur opposent farouchement ce qui fonde leur combat: démocratie, laïcité, égalité hommes-femmes, respect des minorités. Insupportable pour les gens de Daesh. Depuis 2013, Patrice Franceschi les accompagne dans leur volonté de créer une zone autonome basée sur ces valeurs dans leur patrie historique appelée Rajova. Il signe ici un récit de terrain engagé et poignant à hauteur d'homme, témoignage indispensable pour comprendre la lutte intrépide des combattantes et combattants kurdes. Aventurier, corse, écrivain de renom, prix Goncourt de la Nouvelle en 2015, Patrice Franceschi est aussi aviateur et marin. Depuis toujours, il partage sa vie entre écriture et aventure. Il s'est engagé de longues années dans les rangs de la résistance afghane, combattant l'armée soviétique, et soutient activement ses amis kurdes depuis longtemps. Ses romans, nouvelles, récits, poésies ou essais sont inséparables d'une existence engagée, libre et tumultueuse, où il tente d'épuiser le champ des possibles. Voilà, donc j'ai sélectionné pour vous... on va faire un petit tour déjà dans l'histoire. Donc page 35, c'est pour donner une vue globale un peu de cette histoire kurde. Page 35, un peuple à la lisière des empires. Alors, celui-là, on le laisse pour un petit moment. Et on prend donc l'histoire, la revue Histoire, page 35. Page 35. Donc là c'est un article d'un chercheur et responsable de l'antenne de l'Institut français du Proche-Orient à Erbil, en Irak. Boris James est l'auteur d'une thèse encore inédite sur les Kurdes dans l'Orient mamelouk, et mongol de 1250 à 1340, entre marginalisation et autonomie. Lorsque le 16 novembre 2013, à Diyarbakir, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre de la République de Turquie, parla à plusieurs reprises de Kurdistan, étonnamment, au cours d'un meeting opportunément intitulé Célébration de l'ouverture. Nombre de commentateurs turcs crièrent au scandale, y recevant les prémices de la partition du pays. D'autres, au contraire, saluèrent un renversement radical de l'attitude de la Turquie vis-à-vis de sa minorité kurde. En effet, même s'il s'agissait simplement pour Erdogan d'accueillir avec aménité Massoud Barzani, le président du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak, parce que le Kurdistan est partagé entre plusieurs États, aucun autre président ou premier ministre de Turquie depuis l'avènement de la République en 1923 n'avait avant lui osé utiliser ce terme. Pourtant, une connaissance de l'histoire de l'espace anatolien et mésopotamien sur la longue durée rend toute sa banalité au mot.
La reconnaissance par Erdogan du rôle des Kurdes était une manière de renouer avec la tradition de l'Empire. Déjà, les paroles du souverain ottoman Soliman le Magnifique, reproduites dans le Kununam, ensemble de textes de loi datant du milieu du XVIe siècle, annonçaient la volonté de faire des Kurdes le fer de lance de l'Empire dans ses confins orientaux contre l'Empire perse. Juste comme Dieu, soit-il loué et exalté, accordera à Alexandre le Biscornu, Alexandre le Grand, de construire le mur de Gog, Dieu fit en sorte que le Kurdistan agisse en protection de mon empire, comme une barrière solide, comme une forteresse d'airain contre la sédition du démon Gog de Perse. Longtemps perçue comme la préhistoire de la question kurde contemporaine, l'institution du Kurdistan ottoman est en réalité l'aboutissement d'un processus qui remonte encore plus loin. Il se cristallise au XIIIe siècle sous les Mamelouks d'Égypte et les Ilkhanides d'Iran, de 1250 à 1335. Un territoire kurde se constitue un interstice des deux empires rivaux. Voilà, c'est l'histoire des Kurdes qui sont vraiment à cheval entre différents empires. Donc ensuite, page 36, donc c'est les langues kurdes, des langues et une littérature. Les textes historiographiques médiévaux arabes attestent de la différence linguistique kurde. L'auteur du Xe siècle, Al-Masudi, indique notamment que les Kurdes sont des Arabes, qui ont oublié leur langue d'origine et parlent divers dialectes iraniens. Adjamiya. Nombre de notables Kurdes de la période médiévale sont décrits comme maîtrisant mal l'arabe ou le parlant avec un fort accent. Certains furent néanmoins de talentueux poètes de langue classique. La langue kurde ne transparaît alors que dans les noms de personnalités, Kuru, Kushtarin, Mili, etc. Ou dans quelques poèmes moquant cette manière singulière de parler des gens du nord de l'Irak. Si la langue existe déjà, elle ne connaît encore ni codification ni expression écrite. Donc pour les Arabes, ils baragouinent en quelque sorte. La première attestation concrète de la langue kurde septentrionale, Kurmanji, apparaît dans un texte liturgique monophysite du XVe siècle, rédigé en alphabet araméen. Non, arménien, pas araméen, arménien, en alphabet arménien. À partir du XVIIe siècle, l'enseignement religieux se fait en langue vernaculaire au sein du Kurdistan ottoman. À la fin du XIXe siècle, une presse et une littérature kurde séculière naissent à Istanbul, Diyarbakir, Mossoul et Süleymaniye. Aujourd'hui, les Kurdes parlent et écrivent dans deux langues principales, le kurmanji à l'ouest et au nord du pays kurde, Turquie, Syrie, Irak, Iran, et le Sorani à l'est et au sud, en Irak, en Iran. Les locuteurs de l'un ne comprennent pas forcément ceux de l'autre. Les langues kurdes appartiennent aux langues iraniennes, indo-européennes. Elles sont écrites dans les alphabets arabo-persans, modifiés pour noter les voyelles du Sorani et latin. Le kurde a également été transcrit en cyrillique pour les Kurdes du RSS dans les années 1930. Voilà, donc on peut voir, hein, c'est à cheval sur l'Arménie, la Turquie hein, surtout, l'Iran, la Syrie, l'Irak, voilà, un peu l'Azerbaïdjan. Et puis il y a des points en Turquie, en Anatolie, quoi, hein, donc un peu éloigné du centre de peuplement. Voilà, donc ça c'est pour une vue un peu globale, quoi. Mais bon, ça c'est ça a été publié en novembre 2016, c'est le numéro de 429, pardon, en 2016, novembre 2016. Et il y a beaucoup d'articles là-dedans, hein. Je vous ai lu simplement deux petits, mais ça donne une vue globale de l'histoire kurde. C'est très intéressant. Voilà, donc pour ce qui concerne Mourir pour Kobané, là je vous ai sélectionné la page 9, le Rojava.
page 9. Alors, tout au début. 2 années se sont écoulées depuis la première édition de ce récit, conçu comme la geste romanesque et révolutionnaire d'hommes et de femmes avec lesquels je m'étais intimement lié. Je voulais qu'il se suffise à lui-même, quel que soit le passage du temps, et on n'y trouvera donc rien de changé. Naturellement, un certain nombre de personnages traversant ces pages ont disparu dans le brasier de la guerre. Mais le combat existentiel qui met aux prises islamistes et kurdes dans le nord de la Syrie n'a cessé pour autant. Ni ce qui se joue là-bas, démocratie et laïcité contre théocratie haineuse et expansionniste. C'est pourquoi je poursuis toujours ma route singulière avec ces Kurdes auxquels tout me rattache. Mourir pour Kobané s'achève par la libération de la ville au cours de l'hiver 2015, première défaite cinglante de l'État islamique dans son irrésistible progression territoriale en Syrie et en Irak. À cette époque-là, premier tournant historique pour les Kurdes. Que s'est-il passé depuis? Ceci en quelques mots. C'est à partir de cette date charnière de Kobané que les Kurdes ont repris l'ascendant sur leurs ennemis et se sont mis à progresser partout, libérant ville après ville, unifiant et organisant tout le nord-est de la Syrie. Combattre, vaincre, administrer. Pendant ces 2 années, j'ai vu naître un État de facto, le Rojava, qui, au printemps 2016, s'est proclamé autonome au sein d'une future fédération syrienne. Le grand rêve des Kurdes a pris forme à ce moment précis. À l'été 2016, nouvelle victoire, la ville de Manbij, littéralement bunkérisée par l'État islamique, tombe après des combats acharnés, dignes de Kobané, et malgré l'appui des Turcs, qui depuis le début de la guerre apportent leur soutien à tous les groupes djihadistes qu'ils peuvent inféoder. Pour les Kurdes, la route est bien ouverte vers l'ouest. Quelques mois de combats supplémentaires et ils vont établir la jonction avec la poche d'Afrin, encerclée depuis 5 ans. L'unité territoriale du Rojava ne sera plus un espoir, mais un rêve réalisé. Un État 3 fois plus grand comme le Liban, courant tout le long des 800 km de la frontière turque. Pour nous occidentaux, un vaste espace amical au milieu d'un Moyen-Orient inamical, un espace débarrassé de nos ennemis communs. Voilà, ça ne tiendra qu'à temps. Hein. Alors, par manque d'aide de l'Occident, qu'allez-vous faire? Et par lâchage des États-Unis. Page 14. Qu'allez-vous faire? Page 14. Toi, jeune combattant de 18 ans, qui gisais parmi tes camarades, une balle dans le ventre, ton treillis maculé de sang, tes dents serrées, ton regard d'une infinie tristesse, et ces mots quand j'ai pris ta main. La tempête souffle chez nous, mais le vent la porte chez nous, chez vous. Qu'allez-vous faire? Et toi, soldat des Yapégués, qui venait de libérer un village et regardait un mur où les islamistes avaient peint cette phrase qui dit « Tout votre combat contre eux ». Nous ne voulons pas de la démocratie des mécréants, ni de la laïcité maligne. Nous voulons vivre sous la gouvernance d'Allah. À côté, tu t'es mis à inscrire dans ta langue, et avec une joie tranquille, « Je ne migrerai pas, nous n'abandonnerons jamais notre pays à l'ennemi. » Et toi aussi, pauvre civil de la capitale kurde de Kemashli, écrasé sous une dalle de béton après qu'un islamiste a fait exploser son camion piégé dans la rue. Je ne voyais plus que tes jambes, seule chose de toi restée intacte. Et ces femmes, ces enfants aussi, carbonisés par la même bombe qui avait soufflé leur maison sur des centaines de mètres. Alors ensuite, Danzig, page 17. En 1939, le socialiste et pacifiste Marcel Déat publie dans l'œuvre un article resté célèbre, « Mourir pour Danzig ». Cette ville, dont les Polonais ont hérité lors du traité de Versailles, est menacée d'annexion par Hitler, car elle coupe le Reich en deux. Soucieux d'éviter la guerre, Déat plaide pour l'abandon des Polonais. Danzig est laissé à son sort. Hitler attaque la Pologne, la Seconde Guerre mondiale éclate, Déat finit collaborateur des nazis.
75 ans après Danzig, Kobané, dont la bataille n'est pas terminée en vérité, symbolise une autre résistance, celle des Kurdes, contre ce nouveau totalitarisme. L'islamisme radical, sans doute la plus grande barbarie enfantée par le début du XXIe siècle. Pour les djihadistes de Daesh, habités par la haine de tout ce qui ne leur ressemble pas, l'idée même de démocratie doit disparaître à jamais. Celle-ci est au cœur du mouvement révolutionnaire des Kurdes de Syrie qui combattent l'État islamique. Pour en faire vivre les valeurs essentielles, liberté individuelle et collective, égalité homme-femme, laïcité, respect des minorités, justice économique. Deux visions opposées de l'homme et du monde s'affrontent dans ce roide morceau du Moyen-Orient. Mourir pour Kobané, sans point d'interrogation, est le récit de 2 années de compagnonnage avec les Kurdes de Syrie. Un récit de terrain engagé à hauteur d'homme, volontairement trempé dans le seul savoir de la chair, au-delà des concepts et théories, au-delà de ce qui ne peut être dit encore. Il veut donner à voir et comprendre le quotidien saisissant d'un peuple luttant sans esprit de recul pour des valeurs identiques aux nôtres. Kobané, kurde contre l'islamiste, une guerre qui, comme à Danzig autrefois, nous concerne tous. Alors, Danzig. Page 20, guerre à l'ancienne. Nous poursuivons notre avance au milieu des ruines. Tout n'est que dévastation dans ce no man's land. 18 mois que l'on s'y bat frontalement, pied à pied, habitation par habitation, au gré des offensives et des contre-offensives. Un paysage lunaire, des visions venues d'une autre galaxie, façades éventrées par la mitraille, sols retournés par les obus, bâtiments de pierre effondrés comme des piles d'assiettes fracassées, maisons de terre soufflées par l'artillerie, la guerre telle qu'en elle-même des siècles pour bâtir quelques pans d'humanité, quelques jours seulement pour les abattre. Nous continuons courbés en deux. Les no man's land sont les lieux de toutes les possibles. Les islamistes aussi envoient des patrouilles dans ce secteur n'appartenant à personne. Un face-à-face au milieu des décombres est de l'ordre du vraisemblable. D'un côté comme de l'autre, on maintient la pression. On monte des embuscades, on harcèle des positions isolées. Nul ne lâche rien. Chaque camp est prêt à mourir pour sa vision du monde. Une guerre totale portée par des convictions à front renversé. Fanatiques islamistes contre fanatiques démocratiques, m'a dit l'année dernière un vieil ami irakien, sachant de quoi il parlait. Et il avait ajouté, c'est pour ça qu'il n'y a que les Kurdes pour arrêter Daesh. Une guerre totale, mais une guerre à l'ancienne. Pas de gilet pare-balles ou de casque pour se protéger. Pas de drone pour reconnaître le terrain. Pas de service de santé digne de ce nom pour les blessés. On monte à l'assaut, poitrine à découvert, et le corps à corps est fréquent, jusqu'à s'éventrer à la baïonnette dans les tranchées. Tout cela sur la longue durée. Enfin, page 35, le PKK. Page 35. Hussein Kachar surgit d'une casemate, les mains croisées dans le dos. Il me lance de loin. Tu as vu l'armement des islamistes? C'est assez clair, non? Hussein est le commandant en chef de Tel Kanzia. Moustache bien taillée, front dégarni, taille moyenne mais robuste. La petite cinquantaine. C'est un homme affable et discret. Tout le contraire d'un 20 en guerre. Il a passé la moitié de sa vie comme médecin dans les maquis des monts Kandil, combattant de l'armée turque au sein du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, en Turquie, l'organisation révolutionnaire jumelle de celle des Kurdes de Syrie. De la guerre, il a retenu que la frontière entre la vie et la mort tenait surtout aux circonstances, et que la vie était tragique.
3 ans plus tôt, il est rentré en Syrie pour participer à la révolte contre Bachar el-Assad. Mais ce sens du tragique habite toujours son regard, constamment triste. J'aime bien Hassan et sa délicatesse. Dans une autre vie, il aurait été médecin de campagne. Dans celle-ci, il commande 2000 hommes et femmes, dont la vie dépend de sa clairvoyance. Ce n'est pas brillant, dis-je. Les islamistes ont du lourd. C'est pour ça que je préfère ne pas les attaquer frontalement pour l'instant, répond Hassan. Mais eux non plus ne veulent pas lancer de grosses offensives contre nous, malgré l'avantage de leurs blindés. Ils ont essayé, ça leur a coûté cher. Ils savent qu'on attend leurs chars aux lance-roquettes dans les villages, et pas dans la plaine, où ils nous écraseraient facilement. La situation est statique depuis des mois. Tu crois qu'on finira par nous livrer des canons et des missiles anti-chars? Pas mal de monde y travaille à Hussein. Ce n'est pas facile. Les Turcs font tout pour l'empêcher. Hussein secoue la tête. Ces damnés Turcs veulent que les djihadistes fassent le sale boulot à leur place et nous exterminent. Ils les aident parce qu'ils pensent comme eux. Nous, on pense comme vous. Mais vous nous abandonnez. Tu as une explication? Nous sommes peut-être un peuple fatigué, Hussein. Voilà, tout est dit. Le peuple fatigué. Laissera-t-il faire? Voilà, donc ça c'était Mourir à Kobané. Donc la prochaine fois on verra un roman. Hein. Alors c'est pas un roman guerrier du tout, hein, mais ça évoque le peuple kurde d'une manière assez poétique. C'est très oriental comme livre. Hein. Donc je vous lirai quelques passages. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Aux éditions Galahad, Samir Nakash, Shlomo le Kurde, pardon, c'est pas la même chose. Et c'est ancien, ça a été publié au XXe siècle, je trouverai la date. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. À très bientôt.